Bonjour à toi. Eh bien, écoute, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment, une nouvelle fois, que je n'avais pas publié de vidéo. Donc aujourd'hui, je suis ultra contente en fait de te faire celle-ci. Ouais, bah en fait, tout ce temps qui est passé ces dernières semaines jusqu'à aujourd'hui, c'est du temps en fait où oui, j'ai pris du temps pour moi, forcément. J'espère que toi aussi d'ailleurs. Mais j'ai aussi pas mal travaillé et donc voilà, donc aujourd'hui, je suis ultra contente de pouvoir te faire cette vidéo. Je crois que je te l'ai dit, j'espère que vraiment tu vas bien. Moi, ça va. J'ai mon chat qui est dans mon axe droit, en diago, là. Du coup, il me soutient. Donc, ça me fait du bien de savoir qu'il est là. Alors, je voulais commencer aujourd'hui parce que j'ai pas pris le temps encore. Du coup, je vais le faire. Donc, tu as peut-être vu ou pas encore. Depuis le 1er mai, en fait, j'ai donc officialisé le titre que j'ai voulu, le nouveau titre que j'ai voulu apporter en fait à Authentia, mon entreprise, et donc en lien avec le fait que ce soit le premier centre de recherche libre qui pour moi en fait est venu un peu comme une évidence. Alors ça aurait pu venir avant, ça aurait pu venir aujourd'hui, ou ça aurait pu venir peut-être plus tard. Et je pense qu'en fait les choses arrivent toujours au bon moment, plus ou moins en général. Donc pour moi c'était le bon moment en fait d'officialiser ça. Et je l'ai partagé du coup dans un post. Et donc l'idée voilà c'était surtout de venir marquer un point un point zéro, tiens, ouais, le point zéro. Alors pas kilomètre, hein, pas kilomètre zéro parce que effectivement des kilomètres on en parcourt etc. Mais là c'est vraiment un point bien précis, tu vois, qui d'ailleurs pour moi vient vraiment signifier plutôt un alignement avec justement mon propre parcours jusqu'ici et notamment en lien avec Emia Création, ma petite entreprise artisanale et tout le cheminement en fait que j'ai pu faire avec et ce que ça me permet en fait de venir souligner en termes de recherche que j'ai pu faire pour justement créer mon propre emploi et puis aussi par rapport aux solutions ou à la solution plutôt on va dire aux solutions, ouais, parce qu'en fait, il y a plusieurs éléments justement qui viennent se greffer par rapport à ce que je propose du coup dans mon écosystème et mon univers Enya Création. Et voilà, et tout ça, c'est pas venu en un claquement de doigts comme ça. Et donc voilà, c'est du temps de travail, c'est de la liaison entre mon cheminement personnel qui a pu être parfois douloureux ou un peu moins. Mais bon là, c'est plutôt basé sur des blessures, on va dire. Donc forcément, l'idée c'était de pouvoir trouver et rechercher en fait qu'est-ce que j'en fais en fait de cette blessure qui arrivait sur mon chemin comme ça. Alors sur mon chemin, mais elle était bien en moi la blessure. Hein. Mais voilà. Et donc l'idée c'était d'accueillir tout ça et puis voilà qu'est-ce que je fais de tout ça en fait et de mixer un peu toutes les solutions que moi j'ai pu trouver bonnes et adéquates par rapport à mes besoins justement en lien avec cette blessure et et y mêler et peut-être ouais, faire revivre en fait ma créativité que j'avais perdue. Bon ça c'est vrai que je te l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente où je te parle de mon cheminement professionnel etc. Mais voilà, c'est juste pour venir souligner un petit peu le fait que l'histoire de la recherche, en fait, elle n'est pas forcément le nez sur l'ordinateur tout le temps ou quoi. Enfin, c'est vraiment un mélange de plein d'éléments et de plein d'ingrédients, si je peux dire ça comme ça, qui fait qu'aujourd'hui, je suis contente en fait de partager ça. Donc, d'où le terme de premier centre de recherche libre, parce que vraiment, j'ai tout fait toute seule, aider de personnes. Donc, en tout cas, dans la recherche de solutions et de ce que j'ai mis en place. Donc, je suis plutôt fière, plutôt contente. Et si tu as envie, toi, justement, voilà, de soutenir en fait le travail que je te partage, donc aussi forcément en lien avec Authentia, les vidéos que j'ai pu publier jusqu'ici, avec tout ce qu'il y a dedans, tout le contenu, c'est du temps de travail aussi forcément. Et puis c'est voilà un plaisir en fait et une joie de pouvoir te partager justement
tout ce que je peux comprendre et tout ce que j'ai pu intégrer justement en lien avec ce chemin initiatique jusqu'ici. C'est vraiment le terme chemin initiatique parce que il y a beaucoup d'épreuves qui se sont déposées ici et là et donc il a fallu composer avec et forcément ça en ressort des notes qui sont du coup très uniques puisqu'il n'y a pas de, enfin tu le prends sur le moment en fait, tu vois, c'est pas, il n'y a pas d'anticipation en fait, en tout cas par rapport au chemin initiatique que moi j'ai pu avoir. J'ai pas fait le décompte ou quoi, mais je peux pas dire que c'est un chemin où j'ai pu bien anticiper les choses et donc il a fallu vraiment être capable d'accueillir et de recevoir et de réceptionner et de qu'est-ce que je fais de tout ça, quoi, toutes ces épreuves pas faciles. Bon, je m'arrête là parce que je pourrais parler pendant longtemps tellement c'est quelque chose que je porte, puisque quand je dis je le porte pas que sur mes épaules mais vraiment en moi, quoi. C'est vraiment un chemin ancré, vraiment. Et donc forcément, ça crée aussi, ça se lie facilement à la passion qu'on peut avoir en soi. Et donc forcément, on peut en parler pendant des heures. Donc je vais m'arrêter là. Et donc tout ça pour te dire que tu peux facilement retrouver en fait un lien cliquable qui t'amène donc vers une page où en fait je t'explique un petit peu, justement, je reprends un petit peu ce que je te dis là verbalement. Et puis où tu as la possibilité, si tu le souhaites, de faire un don à partir de 5 euros. Voilà, donc tu verras. Enfin, je t'explique le pourquoi, mais notamment ce que je te dis là tout de suite. Et puis l'idée, c'est vraiment voilà, c'est de me soutenir et de m'encourager dans mon travail si c'est quelque chose qui te plaît, où tu te dis voilà, il y a peut-être un potentiel encore à, à faire éclore. Si tu ressens quelque chose comme ça, eh bien ton don à la hauteur de ce que tu peux, partager, sera le bienvenu. Voilà. Il y a un nouvel arrivant. Bonjour petit chat. Ok. Mais Adeline, j'ai ma maman qui m'a dit je pourrais pas voir ma grand-mère avant un mois et demi. Et en plus, maman elle m'a dit en fait l'amour c'est pas intéressant. Faut pas s'intéresser à ça. Et là, moi je suis estomaquée par ce que j'entends d'une petite fille qui avait peut-être 8-9 ans à l'époque. Et je vais pas te partager la réponse que j'ai donnée parce que sincèrement, je m'en souviens même pas. Je me souviens de ces deux phrases que je viens de te dire qui m'ont vraiment profondément touchée, où je j'ai pas compris en fait comment une maman pouvait dire ça. Et puis je me suis dit aussi avec le recul que si cette petite fille m'en a parlé, c'est qu'elle était touchée elle aussi en fait, même si elle n'a pas mis ces termes-là. Quand elle en a parlé, je pense que vraiment c'est quelque chose qui l'a pas mal perturbée. Et j'en viens même en fait, tu vois, même si l'intonation elle n'est pas agressive ou voilà, pour moi ça c'est vraiment de la violence psychologique en fait d'en arriver à dire ça à son enfant. Tu vois, je suis pas maman, j'ai pas de jugement à porter sur les parents ou quoi, je suis pas là pour ça du tout. Par contre, j'ai une vision humaine en fait, et pour moi d'entendre quelqu'un dire à son enfant l'amour c'est pas intéressant, faut pas se soucier de ça. Bah, ce jour-là, j'ai compris en fait qui étaient justement ces gens-là, et ça fait partie de mon histoire. Ça m'amène du coup à te parler de ce sujet des étiquettes. Ça c'est pareil, c'est un choix que j'ai fait du coup avec ce cheminement que je te partage depuis des vidéos et des vidéos, et puis que je te raconte encore aujourd'hui avec plaisir, puis ça fait partie de mon histoire. Et justement, en fait, je me dis que ces étiquettes, alors quand je dis étiquette, en fait, moi j'ai toujours l'image, parce que je suis beaucoup visualisation comme je te le dis, j'ai toujours l'image en fait de l'étiquette que j'ai choisie et où en fait j'ai inscrit, j'ai fait broder pour une personne unique, un peu comme voilà une signature, un rappel de voilà la jupe que tu vas te créer, en tout cas co-créer avec moi.
eh bien, elle t'est vraiment dédiée en fait. C'est pas une jupe que tu vas acheter dans un magasin qui a été fait sans savoir pour qui elle va être faite. C'est vraiment, il y a vraiment une vision et une démarche d'unicité déjà entre donc la personne qui va coudre, donc moi, et toi qui va penser la jupe, tu vois. Et donc je pense vraiment que le mot unique, il n'est pas juste dit comme ça parce que c'est beau, parce que euh, c'est cool, tu vois, mais vraiment parce qu'il y a un sens profond que j'ai vraiment ressenti en fait dans ma propre démarche que je t'ai expliqué juste avant. Et du coup, pour moi, c'était une évidence en fait de mettre ça sur cette étiquette. Et puis, c'était un petit peu aussi un geste un peu, on va dire, rebelle, rebelle mais créatif quelque part, euh, pour justement souligner cette douleur parfois qu'on peut ressentir, tu vois, par rapport à notre morphologie, par rapport à nos corps qui sont mouvants, qui voilà, on est tous différents, on a tous des corps différents, etc. Et puis dans une même vie, on peut avoir un corps qui n'est pas du tout le même. Et voilà, et c'est ok en fait. Enfin, c'est pas il faut, mais en tout cas, pour moi, c'est normal d'accepter que ça existe et que ce soit le cas en fait, parce qu'il y a plein d'événements dans la vie qui font que ben, notre corps peut réagir. Euh, et voilà. Et donc, je me dis que le vêtement qui peut s'adapter en fait à un corps qui réagit, ça me paraît plus logique que l'inverse. Et je pense que c'est malheureusement pas assez développé. Et c'est selon ma petite échelle à moi, et par rapport aussi encore une fois à mon vécu et aux douleurs que j'ai pu ressentir autant physiques que psychologiques, parce qu'un vêtement qui est trop serré, bah ça fait mal. Un vêtement qui que tu as du mal à trouver ou voilà, bah c'est psychologiquement tu te dis ah je suis encore à une taille qui correspond pas à la norme, tu vois. Et donc en fait ça vient vraiment de greffer des douleurs psychologiques. Je pense vraiment que c'est le bon terme. Et en fait, je trouve que c'est un beau parallèle, enfin beau, je sais pas, mais en tout cas, c'est un bon parallèle avec les étiquettes. Pour moi, les étiquettes, c'est ça, tu vois. C'est vraiment, euh, je viens ajouter un terme sur une étiquette, je viens ajouter une pensée sur une étiquette, enfin voilà, tu vois, c'est sélectif, c'est conditionnel, bon, c'est deux termes déjà que je trouve pas mal, qui viennent bien décrire les choses. Et donc, personnellement, ça correspond pas à ma vision depuis que j'ai lancé Emilia Création. Avant, ça me posait pas plus de problèmes que... Enfin, c'est pas que ça me posait pas de problème, c'est-à-dire que je suivais un petit peu ce qui existait. Je suis toujours amenée à suivre ce qui existe. Cette veste-là, elle a une étiquette. Enfin, voilà, je porte encore des étiquettes, mais en tout cas dans la démarche et dans le... D'ailleurs que parfois j'enlève, mais dans la démarche et dans la vision vraiment de création ou de co-création, le point de départ, il fait en sorte que justement on fasse abstraction de ça, tu vois. Et donc ça vient bien souligner la démarche d'unicité de la personne qui va porter le vêtement et qui est unique. Et donc dans la création par rapport à un produit, en fait, ça peut très facilement se retranscrire sur la création d'un emploi en termes de vision, en termes de réflexion, en termes, tu vois, on transpose les choses en fait. En tout cas, ça me semble possible et avec Authenticia, c'est comme ça aussi que je vois les choses en termes de création d'emploi, de pouvoir partir de ce point de départ qui peut être un point zéro, encore une fois, puisque on part d'un moment où en fait on se dit ok, j'ai plein d'éléments qui sont en rapport avec ma vie, et, voilà, j'en suis là aujourd'hui, qu'est-ce que je fais de tout ça, quoi. Point zéro, tu vois, point de départ. Ouais, je le vois comme ça moi. Et donc ces fameuses étiquettes, euh, une fois que tu vois, enfin une fois que tu retires en fait les éléments qui te dérangent, ou voilà, c'est pour moi c'est aussi un peu la métaphore du pansement, tu vois, qui vient un peu cacher la blessure. Bon là je te parle de blessure avec un pansement, mais pas forcément tout le temps des blessures, mais en tout cas ça vient se poser sur un élément en particulier.
Et en fait, dans cet état d'esprit de liberté, je me dis, tu vois, enfin, qui dit pansement dit blessure. Si t'as pas de blessure, tu n'as pas de pansement, quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si t'as pas de pansement, ta peau, elle est libre, en fait, tu vois. Et ça respire, quoi. Et en fait, c'est un peu l'idée, et ça rejoint aussi ce que je te disais tout à l'heure par rapport au premier centre de recherche libre. C'est vraiment la base, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à part toi comme tu es, en fait. Et avec les éléments que tu as dans ta vie. Voilà. Et, euh, et tout ça inspiré par rapport à mon cheminement, tu vois, encore une fois. Et donc, ce que je voulais te dire, ça m'amène du coup d'employer ce terme unique. Pour moi, c'est pas égal à unidimensionnel, c'est plutôt égal à multidimensionnel, tu vois. Donc, par rapport à tout ce qui compose la vie d'une personne, et même pourquoi pas multipotentiel par rapport à tout ce que cette personne, en fait, elle est capable ou elle est capable de développer par rapport à des compétences qu'elle a ou qu'elle a déjà acquises ou pas encore. Euh, voilà, il y a plein de le champ des possibles est ouvert en fait. Et je pense que beaucoup de personnes sont d'ailleurs multipotentielles sans même le savoir. Et je trouve que c'est un sujet qui est super intéressant. Moi, j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu l'année dernière, voire même il y a 1 an et demi, je crois. Et en fait, je me suis pas mal reconnue, tu vois, dans tout ça. Et je trouve, enfin, dans cette dynamique, et je trouve en fait qu'elle est déculpabilisante, tu vois, parce qu'on a beaucoup, on entend beaucoup cet état d'esprit de oui, trouve ta voie, comme s'il y avait une voie avec une thématique, avec une chose en particulier qu'il faut suivre, enfin qu'il faut apprendre et qu'il faut suivre. Moi, qui ai une démarche vraiment autodidacte depuis des années, des années, des années, euh, tu te sens comprimé, quoi, tu vois. Un peu justement comme la fameuse étiquette qui vient de coller quelque chose alors que tu lui as demandé, quoi, par exemple. Mais voilà, je suis peut-être en train de m'égarer un petit peu dans tout ce que je te raconte, mais j'espère que c'est pas trop brouillon. En tout cas, l'idée que je te partage, mais voilà, pour moi, l'unicité, c'est pas, enfin, c'est un par rapport à soi, mais c'est pas un. Je pense qu'à moi, je vois que moi. Non, c'est un dans ma globalité et dans toutes mes dimensions, quoi, dans ce que je suis capable ou ce que j'ai envie de partager par rapport à mes expériences personnelles, professionnelles. Et ça, c'est pareil. Je pense qu'on est beaucoup à pas oser partager du perso dans du pro. Bon, chacun envisage les choses comme il a envie, mais c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je m'autorise davantage depuis quelques années, et je trouve vraiment que ça m'a aidé à libérer déjà ma manière de m'exprimer, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, pas c'était pas séparé en fait. C'est vraiment pour moi, ça fait partie de moi, quoi, de mon unicité en fait. Alors après, bien entendu, je dis et je partage ce que j'ai envie de partager. L'idée c'est pas de tout raconter ou quoi. Et chacun fait comme il a envie. Mais en tout cas, le fait de me dire que je peux commencer à raconter une partie de mon cheminement qui a été difficile, qui à la base était plutôt en lien personnel, mais en final je me suis aperçue que ça avait un lien avec le professionnel et tout. Bah tu vois, en fait je retire en fait des étiquettes de alors ça non je peux pas dire parce que là je suis dans le professionnel, non je peux pas machin, ça je peux pas. Et en fait tout ça ça t'étouffe, quoi. Et je trouve que ça ouais ça vient bien se greffer sur l'idée des étiquettes qui je pense sont intéressantes à enlever petit à petit, tu vois, le fait d'enlever un petit peu justement toutes ces étiquettes qu'on peut se coller soi-même ou qu'on nous a collées avec le temps. Ah t'es comme ci, ah t'es comme ça, voilà. Et des fois d'ailleurs, en fait, on a des étiquettes sur nous qui correspondent pas du tout à la personne qu'on est. Le fait de l'enlever, justement, je trouve que c'est une manière ludique. Alors en termes d'image et en termes euh, de réalité, si vraiment c'est quelque chose qu'on applique dans sa propre vie. Je pense que ça peut même être porté comme une vraie valeur, en fait, tu vois, c'est un choix, en fait, de se dire, moi c'est comme ça que je le vois en tout cas, de se dire j'ai pas envie de suivre cette manière de faire, quoi, ou en tout cas plus envie, autant que je peux. Et du coup, je pense que c'est une bonne manière en fait de dévoiler sa propre authenticité. Pour moi, l'authenticité, c'est ça, c'est la globalité, c'est tout ce que je suis, tout comment je parais, comment je voilà.
Bon après, c'est pas toujours facile d'être authentique tout le temps, hein. On a des réflexes, je pense assez justement bien ancrés par rapport à tous les conditionnements qu'on a pu apprendre malgré nous. Mais voilà, c'est un peu la vision, même beaucoup la vision que j'ai aujourd'hui, le lien que je peux faire avec l'authenticité, que moi j'essaye au maximum, en tout cas de travailler pour moi-même, parce que c'est ce que j'ai envie de partager aux autres, et notamment toi, qui me regarde. Et ça m'amène du coup à essayer de plus en plus de retirer en fait ces fameuses étiquettes qui ne me correspondent pas, quoi, et qui moi j'ai besoin de respirer en fait, hein, vraiment. Et en fait, voilà, donc d'arriver à cette authenticité, en tout cas ouais, de la viser, eh bien, ça m'amène vraiment à accepter, ça m'amène vraiment à atteindre cette acceptation de soi. Alors, encore une fois, je dis pas que je m'accepte totalement sur tout, etc. Voilà, j'ai encore des choses à travailler. En tout cas, moi, j'ai envie de pouvoir travailler certaines choses pour me sentir d'autant plus libre. Mais j'ai déjà fait un beau travail et tout là-dessus. En tout cas, je suis plutôt contente de ça. Et donc cette acceptation de soi, bah en fait, après, par effet miroir, tu acceptes les autres comme ils sont, même s'ils sont différents, tu vois, que ce soit en termes physiques, en termes de caractère, en termes de choix de vie, en termes de, voilà, je sais pas, de position sociale ou quoi. Parce que finalement, toutes ces choses-là, bah en fait, euh, c'est ouais, parce que finalement, toutes ces choses-là, bah en fait, elles viennent aussi rajouter pas mal de freins, je pense, tu vois, dans notre manière de penser, en fait. Et c'est des choses qu'on vient greffer comme ça. Ah, il est comme ça, donc non, je peux pas. Moi, je me base beaucoup plus maintenant sur ce que la personne elle va dégager en termes d'énergie. Tu vois, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui avec les personnes qui sont agressives, par exemple. Et c'est parce que ça m'inspire pas. Quand je vois quelqu'un d'agressif, je me dis pas, ah, chouette, je vais être aussi agressif comme la personne. Non. Moi, ça me fait plutôt, par exemple, tu vois, ça me met plutôt un frein et du coup, ben, ouais, je suis plutôt en position, non, j'ai pas envie, tu vois, parce que c'est pas ce que j'ai envie de véhiculer. Alors après, voilà, c'est pourquoi je te dis ça, parce que oui, je te parlais des énergies que la personne elle peut dégager. Alors je dis pas, voilà, on a tous nos humeurs, on a tous euh, nos vies qui font des dents de scie comme ça et tout. Donc forcément, des fois on est énervé, forcément des fois ça va pas, etc. Donc oui, tout ça, on doit essayer de composer avec. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à ça, et après, finalement, tu vois, cette capacité en fait d'accueillir l'autre. Alors je dis pas voilà qu'on va tous être amis et tous être copains et tout, mais en tout cas on peut essayer au moins de pas se détester, tu vois, même si on s'apprécie pas. Moi ça peut m'arriver, tu vois, par exemple de ne pas apprécier une personne, mais c'est souvent par rapport à des valeurs, tu vois, qui peuvent être communiquées et que moi ça résonne pas du tout chez moi en fait. Du coup c'est vrai que ça me donne pas envie d'aller vers la personne, mais je pense que ça c'est quelque chose d'humain, mais ça fait pas de moi quelqu'un qui va être agressif avec la personne, ou tu vois, enfin voilà, je vais quand même rester en fait dans l'acceptation de la personne, de comment elle est. Et après, j'ai toujours, enfin, mon libre arbitre de me dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme choix par rapport à cette personne, si bien sûr elle aussi, de son côté, elle a sa possibilité de choisir, à savoir si est-ce que moi j'ai envie de l'intégrer dans ma vie ou pas, et vice versa en fait. Et finalement, chacun fait ses choix et si ça concorde, tant mieux, et si ça concorde pas, chacun fait sa vie et c'est ok. En fait, y a pas de problème. Mais ça n'empêche pas qu'en fait, je suis dans la capacité oui, d'accueillir, en tout cas d'accepter la personne telle qu'elle est. J'ai lu un livre il y a pas très longtemps et que je suis tombée un peu dessus par hasard, on va dire. Et puis, il s'appelle La mémoire de l'univers de Rupert Sheldrake. C'est un biologiste anglais, je crois. Mhm. Et j'ai pris une petite note pour te lire, c'est très rapide. Et en fait,
ça me fait faire un lien justement avec ce sujet des étiquettes où parfois on se les colle soi-même et parfois des personnes extérieures viennent nous les coller. Et en fait, dans ce livre de la mémoire de l'univers, il parle en fait de la causalité formative. Et, euh, et en fait, alors ce que je peux dire par rapport à ça très rapidement, c'est que cette causalité, elle attribue la transmission d'habitudes acquises de formes et de comportements à la transmission de champs morphiques par résonance morphique. Alors quand j'ai lu ce terme-là, je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est? J'avais jamais entendu ça. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie de creuser. J'ai lu, donc c'est un gros livre, hein, franchement, ça m'a pris plus d'une semaine en journée complète à lire, mais ultra passionnant. Et d'ailleurs, moi, je t'invite, si c'est un sujet peut-être qui peut t'intéresser sur l'attribution justement de la transmission des habitudes, parce qu'en fait, l'histoire des étiquettes, je trouve que finalement, c'est quelque chose que on fait instinctivement, c'est une histoire d'habitude qu'on voit faire et du coup on fait, tu vois, on se pose même plus la question de est-ce que ça nous convient ou est-ce que ça nous convient pas. Et il y a un dialogue en fait qui est partagé dans ce livre-là à la fin, très intéressant aussi que je t'invite à aller lire. Donc c'est entre justement donc l'auteur Rupert Sheldrake qui est biologiste et un autre homme qui s'appelle David Bohm. Je pense que c'est comme ça qu'on prononce son nom. C'est un physicien quantique et il a travaillé en étroite collaboration avec Einstein. Rien que ça. Bon voilà, je voulais te faire un petit parallèle et un petit lien avec une approche scientifique sur l'idée des habitudes et des étiquettes. J'ai lu La tristesse de Gaïa, de l'effondrement à l'émerveillement de Pierre Rabhi. J'ai mis un petit marque-page, fameuse étiquette que j'avais décousue d'une jupe. Je te lis un passage. L'humain, être de tourment, ce mammifère pensant que nous sommes couve, entretient et nourrit une peur occasionnée, en grande partie, par la conscience de sa nature périssable. Quelle que soit sa classe sociale ou sa fortune, l'angoisse de l'humain ne cesse de croître devant le mur d'incertitude qui se dresse face à lui. Il n'y a certes rien de plus équitable que la mort et de plus inéquitable que les agonies qui la précèdent, sous leurs formes diverses. Selon la zone terrestre où nous naissons, nous occupons le temps qui nous est accordé, dans l'opulence rassurante ou dans la rareté des ressources. Mon expérience m'apprend qu'un bien matériel ne soulage pas forcément un mal de vivre, ou plutôt un mal de mourir qui semble alimenter l'angoisse. Le fameux progrès technico-scientifico... Je suis désolée, je vois que ma vue elle baisse un peu là. Du coup, je rapproche le livre. Si je fais des grimaces, c'est parce que j'ai du mal à lire. Je reprends. Le fameux progrès, je reprends. Le fameux progrès technico-scientifico-lucratif réservé à une minorité de civilisés ne comprennent que partiellement notre vulnérabilité face à notre finitude. Ceux qui bénéficient de conditions matériellement confortables sont fréquemment redevables aux ressources des pauvres dans la configuration nord-sud. Ceux-ci acclament pourtant, dans des liesses de dupes, les roitelets corrompus censés les protéger et défendre leurs intérêts. La corruption, à l'échelle des nations et des institutions, est un mal absolu, à l'état le plus impur. Elle est une peste qui pervertit les échanges par une iniquité de nature quasi métaphysique, proliférant dans le cœur d'humains avide d'un plaisir éphémère, susceptible d'apaiser leurs tourments. Ne pars pas. Elle s'impose au détriment de la joie. Cet état suprême, à nul autre pareil, peut desserrer les palais. Non. Je suis désolée, attends, je vais y arriver. Peut déserter les palais pour d'humbles demeures de terre, tandis que la corruption,
tapies dans l'âme de ceux qu'elles dominent, profitent souvent de leurs failles pour, in fine, les anéantir moralement. D'aucuns savent que j'ai moi-même vécu une incursion dans le monde politique à l'occasion des élections présidentielles françaises de 2002, incitée et portée par un groupe d'amis enthousiastes. Ce fut une expérience riche, initiatique, apprenante, et surtout une rencontre avec le public et l'animation d'un incroyable débat démocratique invitant les citoyens à donner leur avis sur l'état de la société et révélant autant que possible leurs aspirations. Aujourd'hui encore, je pense que la machine politique n'est pas la plus adaptée au changement espéré. La formule de Gandhi « Soyez le changement que vous voulez voir advenir dans le monde » est d'une telle évidence qu'elle se passe de commentaires. Nous sommes chacun responsables de ce changement. La caractéristique la plus frappante des temps actuels reste, comme autrefois sans doute, l'ampleur abyssale des pulsions négatives qui nous dominent, mise en relief par notre redoutable efficacité à modifier notre environnement par ce que l'on nomme le progrès technologique. L'éradication de l'humanité par elle-même est incontestablement rendue possible. Les champignons vénéneux de nos forêts ainsi que l'ensemble des poisons existants dans la constitution de la vie sont infiniment moins meurtriers que le champignon nucléaire que les nations dites puissantes se targuent de posséder et avec lequel elles se toisent en se faisant peur. Le délicieux parfum des napalms, évoqué dans le film Apocalypse Now, offre par ailleurs à la mort ses lettres de noblesse. Une mort autoproclamée, en quelque sorte, qui nous donne peut-être l'illusion de maîtriser l'immaîtrisable, jusque dans le choix des armes qui mettent fin à notre existence. Nous soustrayant ainsi, croyons-nous, aux seuls besoins de l'univers et de ses lois. Le meurtre comme instinct n'est jamais éradiqué. Il a été si hautement et efficacement instrumentalisé qu'une justification rationnelle de ce progrès tueur est mise en échec. Les budgets internationaux consacrés au meurtre sont abyssaux. 1760 milliards d'euros, 1760 milliards d'euros de dépenses militaires mondiales en 2019. L'année où j'ai créé ma création d'ailleurs. C'est marrant. Et changeaient la face du monde s'ils étaient consacrés au bien-être de l'humanité et à la sauvegarde des écosystèmes. Comme cela serait sublime, plus de guerre, plus de famine, plus de maladies, les mers et les terres respectées. Qui ne partage pas ce rêve? Est-il réalisable? Incontestablement. Il l'est. Pourquoi ne le mettons-nous pas en œuvre? Demeure l'éternelle question. Le chapitre d'après, en fait, sommes-nous intelligents? Bon, je vais m'arrêter là en tout cas, mais j'ai déjà lu 2 pages de ce livre-là qui, je pense, sont très parlantes. J'ai regardé en fait une vidéo, c'était une interview d'un scientifique qui travaille qui travaillait, qui aujourd'hui est plutôt activiste, on va dire, mais qui travaillait pour différentes entreprises dans l'intelligence artificielle. Et donc, je suis tombée sur une interview de lui dans un podcast donc avec un autre homme, le podcast qui s'appelle Le Futurologue, que je te mettrai le lien de cette interview qui est intéressante et qui, je pense, peut t'intéresser sur le sujet de l'IA. Moi, c'est un sujet que j'ai eu beaucoup de mal à aborder, donc l'intelligence artificielle que j'ai eu beaucoup de mal à aborder, ou en tout cas à m'intéresser réellement, concrètement, jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Parce que je pense qu'inconsciemment, même si je connais pas bien le sujet, tu vois, je pense qu'inconsciemment, avec ce que j'ai entendu jusqu'ici, et ce que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux en y allant moi-même, tu vois, j'étais pas inspirée.
ça m'inspirait pas, en tout cas quelque chose de rassurant, et ça m'inspirait pas euh, la sécurité, en fait. Je me suis pas sentie sécure quand j'ai vu ces choses-là. Et alors je pense que tout n'est pas noir, et je pense que ce rejet que j'ai pu faire jusqu'ici, tu vois, pour te dire, par exemple, je sais pas si je suis la seule ou pas, mais moi j'ai jamais utilisé, par exemple, ChatGPT, et je sais pourquoi en fait aujourd'hui. Tu vois, j'en parlais pas, j'ai jamais dit ça et tout, parce qu'en fait, quand j'entends les gens, c'est j'ai testé ça, une nouvelle IA, nouvelle ceci, nouvelle cela. Bon bah déjà tu te sens pas inclus dans le truc, quoi. Tu te dis ok, bah si toi tu suis pas le move, en fait, tu fais pas partie du game, quoi, si on peut dire ça comme ça. Et après ça reste un choix de ma part, en fait. J'ai jamais testé, donc je peux pas parler sur quelque chose que je n'ai pas fait. Par contre, je peux parler sur l'intention, en fait. De ce que cette chose, enfin quand je dis cette chose, de cette, alors j'allais dire outil, mais je crois que d'ailleurs Maxime, l'activiste là qui est interviewé, il explique qu'en fait c'est même plus un outil, c'est au-delà de ça en fait, vraiment. Et je pense qu'inconsciemment c'est quelque chose que moi je ressentais qui prenait beaucoup de place, tu vois, et ça me rassurait pas en fait. Et moi quand quelque chose me rassure pas, bah j'ai pas forcément envie d'y mettre mon nez en fait dedans. Tu vois, ça rejoint un petit peu l'état des énergies en fait avec les gens, ou quand je peux sentir quelque chose enfin quelque chose, d'une personne qui peut être agressive dans sa manière de parler, etc. Elle a probablement ses raisons et c'est son choix de parler de cette manière-là, mais en tout cas moi, comment je réceptionne la chose, ça me convient pas en fait, parce que je sais que c'est pas positif pour moi, tu vois. Et et du coup, bah quand tu sais ça, en fait, t'as pas envie d'aller vers, t'as pas envie de t'intéresser plus, parce que tu sais que c'est plus de choses négatives qui t'incombent que le contraire. Et en fait, euh, avec l'IA, moi, c'est un peu comme ça que je ressentais les choses jusqu'ici, quoi. Bon, c'est super complexe, enfin pas oui complexe, mais et super diversifié. Il y a plein d'IA différentes et tout. Et d'ailleurs, dans l'interview, il en parle très bien, il explique très bien, et je trouve que c'est pour ça aussi que je voulais en parler aujourd'hui. Oui, c'est ça, en parler aujourd'hui et tout, parce que cette interview, finalement, elle m'a quand même permis, tu vois, bah, d'écouter déjà un petit peu ce qui se dit sur le sujet, et par quelqu'un qui est au cœur de cette thématique, quoi. C'est quelqu'un qui a vraiment travaillé dedans, donc il sait vraiment de quoi il parle, et voilà, il a travaillé au cœur de la chose. Et donc moi, ça m'a rassurée de savoir que une personne comme comme cet homme a pu apporter en fait des éléments plutôt critiques sur son propre métier, en fait. Et c'est pas critique parce que le plaisir de critiquer, c'est critique parce que de ce que j'ai pu comprendre, tu vois, en tout cas moi, voilà comment j'ai compris les choses, c'est que vraiment il a porté une conscience sur l'évolution de son propre métier, qui ne va pas forcément, je dis forcément, je pèse mes mots, mais parce que je pense qu'on en est même sûr aujourd'hui, ça va pas du tout dans le sens de l'humain, en fait. Et nous, enfin moi, quand ma vision, en fait, tu vois, euh, justement, à chaque fois, je dis on est humain, voilà, moi, je me vois pas devenir un robot, etc. C'est parce que je place vraiment la vision de l'humain, enfin, en tout cas, l'humain en lui-même, et le vivant, donc tout ce qui entoure l'humain sur Terre, euh, au cœur, en fait, au centre, en priorité, avant de parler d'intelligence qui puisse être artificielle, ou d'intelligence, oui, voilà, d'intelligence artificielle qui se sert en plus de la substance de l'humain, quoi. Tu vois, la substance de l'humain, en fait. Ça vient vraiment, moi, c'est vraiment comme ça que je ressens les choses. C'est qu'en fait, il vient se servir de ce que l'humain a en lui pour créer des choses que l'humain, finalement, à la base, il n'a pas forcément besoin. Alors, oui, il y a comment dire, il y a des champs qui peuvent être très intéressants par rapport à la médecine, etc. Ok, mais après, bon, de toute façon, lui, il en parle beaucoup mieux dans la vidéo, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que, enfin, en tout cas, moi, de ma vision, ce que je me dis, c'est que c'est pas parce que il y a quelque chose qui est super performant dans un domaine qu'en fait, il faut forcément l'appliquer à tous les domaines, tu vois.
Moi, c'est là où en fait je vois le danger, c'est là où je ressens le danger en tant que même non utilisateur, c'est-à-dire que juste je visualise la chose, je comprends en fait donc la dynamique des choses et je me dis non en fait, moi je sais que c'est pas une direction qui est bonne pour moi humaine, tu vois. Et c'est un avis très personnel, mais je pense que je suis loin d'être la seule à penser comme ça. Et je pense que le côté peur, le côté tristesse de s'apercevoir qu'en fait l'humanité elle est en danger concrètement, vraiment, et sur un laps de temps court, parce que voilà, je vais te dire la chose, moi quand je l'ai entendu, je dis ah c'est brutal quand même d'entendre ça, tu vois, mais c'est une réalité quoi. Et du coup je prends le parti de le partager aussi, c'est qu'en fait l'IA c'est vraiment une intelligence qui détruit l'humanité, c'est-à-dire qu'en fait ce qu'il explique cet homme-là, c'est que concrètement l'IA va permettre à l'univers de se passer complètement de l'humain. Donc, est-ce qu'on a vraiment envie et besoin de ça, en fait? Est-ce qu'on a vraiment envie d'une intelligence artificielle qui nous supprime, en fait, juste pour le plaisir de dire ah c'est la performance, c'est le progrès? Franchement, non, moi je vois pas la vie comme ça, quoi. Je pense qu'on mérite tous d'être sur Terre, je pense qu'on mérite tous de travailler. Et tu vois, le choix de l'artisanat, pour moi, il n'est pas innocent, en fait. Alors, je j'ai pas du tout, à l'époque, fait le lien avec l'intelligence artificielle, pas du tout. Mais aujourd'hui, j'y vois un réel sens, quoi. Je me dis, en fait, déjà, je garde mes propres capacités, je garde ma propre autonomie de pouvoir apprendre quelque chose, de pouvoir créer quelque chose à partir de ce que j'ai appris. En fait, je reste mon centre, quoi. Le centre, c'est pas une intelligence artificielle qui a pris les idées d'un humain pour ensuite déployer d'autres idées et ensuite supprimer l'humain à qui il a pris les idées, quoi. Enfin, tu vois, il y a quand même une logique, il y a quand même une mentalité, il y a quand même une manière de penser qui est quand même très, très, très perverse, quoi. Et je suis contente d'avoir choisi l'artisanat, vraiment, parce que pour moi, en fait, c'est l'aspect opposé, c'est-à-dire que l'artisanat, il permet vraiment justement de mettre l'humain en avant, de mettre ses capacités manuelles, de faire ressortir en fait justement enfin voilà, il est capable aussi de se créer un emploi à partir du travail qu'il va fournir, enfin produire, créer. Il a la possibilité de coopérer. Enfin, tu vois, il y a quand même. On est dans une dynamique justement d'expansion des capacités de l'humain, tu vois, mais ça part de lui, quoi. Euh, la dynamique n'est pas la même, vraiment pas la même du tout, et ça fait peur quand même. Franchement, moi, je trouve vraiment que ça fait peur, et en fait, voilà, je vais m'arrêter là pour ce partage par rapport à l'IA. Par contre, ce que je voulais te dire, c'est que je vais t'inviter, si le sujet il t'intéresse, c'est à mettre pause, là maintenant tout de suite, enfin après que je termine ma phrase, mais dès que je termine ma phrase, que tu puisses mettre pause sur la vidéo et que tu ailles lire en fait en description ce que je te partage en fait. Et ça vient vraiment compléter ce que je viens de te dire. Et en fait, ça m'intéresserait d'avoir ton avis sur le sujet. Est-ce que c'est justement un sujet sur lequel tu t'es déjà penché ou jamais? Est-ce que toi aussi tu n'as jamais vraiment pensé ou eu l'envie ni le besoin d'utiliser, excuse-moi, l'intelligence artificielle, ou au contraire, tu es quelqu'un qui l'utilise au quotidien? Voilà, n'hésite pas à partager ta propre expérience par rapport à ça et ce que tu en penses. On reste dans la bienveillance, hein. On a le droit de pas avoir les mêmes avis et tout. On se dit les choses cool, de manière cool. Et en tout cas, voilà, j'avais vraiment envie de te partager ça par rapport à l'IA. La dernière fois, tu vois, je vais sur la SERP d'internet, tu vois, où en fait tu vas taper dans le moteur de recherche ta recherche avec tes mots-clés et tout. Et puis je remarque quelque chose que j'avais pas remarqué avant, et donc ça fait pas très longtemps que j'ai remarqué ça. Peut-être que c'est sorti il y a pas très longtemps, ou peut-être que c'est sorti il y a longtemps, je ne sais pas. En tout cas, moi personnellement, je l'avais pas remarqué avant. C'est que tu sais, avant que donc tu tapes ta recherche, et en fait après tu as des propositions dans la SERP avec des classements et tout. Nan, nan. D'ailleurs, il y a même des personnes
qui payent hein, pour avoir la position en premier, etc. Avec des histoires de mots-clés, tu vois. Donc ils investissent, ils payent, t'as des entreprises et tout, beaucoup qui font ça pour être bien positionnés. Ça c'est un aparté. Et en fait, en faisant cette recherche et tout, je vois que avant d'avoir la liste en fait comme d'habitude, tu vois, des propositions qui me sont faites, eh bien je vois tout en haut euh, du texte en fait, et donc je vois que c'est l'IA qui propose en fait un texte sans que j'ai besoin en fait d'aller cliquer sur un choix, tu vois. Et donc là déjà, mon esprit m'a dit ok, j'ai ressenti une dualité tout de suite. Je me suis dit ah ouais, trop bien, même pas besoin de chercher. On me propose direct une et donc en fait t'as le texte et puis si tu veux lire tout le texte, t'as juste à cliquer sur lire la suite, tu vois. Mais t'as pas besoin d'aller cliquer, d'aller donc réfléchir, de se dire ah ok donc ce titre-là moi ça me va, faire ton choix toi-même en fait. C'est-à-dire que l'IA elle te propose tout de suite des réponses et en fait je vois aussi juste en dessous donc je suis curieuse donc je vais regarder, je me dis ah c'est quelque chose que j'avais jamais vu, je vais regarder. Et je vois en fait que donc après on te met les noms en fait des sites qui ont été utilisés pour la proposition du texte qui est faite. Moi la question que je me pose, j'ai pas creusé plus le sujet que ça, mais la question que je me suis, enfin la chose qui m'est venue tout de suite, c'est est-ce que le texte qui m'est proposé en fait il mélange complètement des infos des trois sites différents par exemple, qui d'ailleurs peut-être ne se connaissent même pas, tu vois, qui peut-être d'ailleurs sont peut-être concurrents. Vraiment, c'est une vraie question. Je me suis posé la question, je me suis dit, ok. Ou est-ce qu'ils ont juste fait un bloc premier site, un deuxième bloc deuxième site, un troisième bloc troisième site. Enfin voilà, je sais pas trop comment ça a été pensé la chose, mais moi, ce qui m'a interpellée, c'est le fait de se dire, en fait, j'ai pas besoin de cliquer, j'ai même pas besoin d'aller chercher ni de réfléchir par moi-même de qu'est-ce que je veux, tu vois, donc je fais même plus marcher mon regard, je fais même plus marcher ma réflexion, je fais même plus marcher ah tiens, bah non finalement mon libre arbitre en fait, tu vois. Et ça m'interpelle beaucoup quoi. Je me dis waouh, c'est ça en fait qu'ils sont en train de faire. Franchement, quelqu'un qui aime justement l'approche manuelle, c'est l'opposé. Parce que l'approche manuelle, en fait, c'est tu produis, mais tu l'as pensé avant, tu l'as réfléchi, tu l'as fait, défait, refait. Enfin, tu vois, il y a vraiment une dynamique, il y a vraiment un état d'esprit de construction. C'est pas juste sur le plateau, en fait. Là, et là, c'est ça, en fait, ce qu'on nous propose. Et donc, mon côté un peu rebelle, me dit, ah, franchement, c'est cool, ça me fait gagner du temps et tout. Mais en fait, non. Donc, je me suis surprise une ou deux fois à cliquer. Tu vois, parce que vraiment, en fait, c'est limite, tu te sens aspiré par le truc, tu dis c'est tellement simple que tu y vas. Et en fait, comme je te dis, mon esprit rebelle, parce que ça ne correspond pas du tout à la vision de la vie que j'ai, en fait, je me dis non, je clique pas, je vais chercher par moi-même comme j'ai besoin, en fait, tu vois. Je prends le temps d'aller lire les titres qu'on a, ça me permet, moi, de faire des choix, en fait, de les faire moi-même, quoi. Et ça change tout. Je sais pas ce que t'en penses. Ce mouvement Posia, il me reflète beaucoup d'espoir finalement. Euh, bon, le i après le o, hein, pas le i avant le o, sinon ça ferait espior. Ouais, espoir, vraiment, de l'espoir. Et on en a besoin, quoi. Et franchement, je leur dis merci beaucoup. Je les connais pas, mais moi, ça me rassure de voir tout leur travail, qui est très complet quoi. Enfin et puis c'est accessible aussi pour des personnes comme moi qui ne connaissent pas vraiment le sujet. Donc encore une fois, je t'invite vraiment à aller regarder tout leur travail, en tout cas une partie, pour comprendre en fait, parce qu'on est vraiment concernés quoi. Tout le monde, on est tous concernés. Donc moi j'ai beaucoup tourné la tête dès qu'on me parlait d'IA, tu vois. Là je me dis peut-être que j'avais besoin aussi d'un cheminement personnel pour prendre ce temps-là.
Mais là, j'ai vraiment envie de regarder en face, quoi, en fait. Mais pas en mode provocation ou quoi, en mode je tiens à ma vie, en fait. Je tiens à ma vie, je tiens à, à la vie des humains en général, en fait. Je me dis, mais même si je les connais pas, en fait, je les respecte. Et donc, à aucun moment, je me dirais, je vais chercher à supprimer leur vie, en fait. Enfin, c'est grave, vraiment. Je voulais te partager la référence d'un autre livre que j'ai lu et qui s'appelle La route du temps de Philippe Guimand. Et pareil, je me suis dit, allez, je découvre un sujet que je connaissais pas du tout. Et j'ai découvert des choses intéressantes. Du coup, je voulais te lire certains passages. Donc, tu remarqueras, hein, j'ai encore mes petites en marque-page. Ouais, c'est original. Introduction, où l'on suggère qu'un dialogue instinctif avec la nature peut nous aider dans l'exercice de notre libre arbitre. Arbitre, ouais, c'est ça. Bon, j'ai sélectionné avant ce que je voulais te partager, ça me permet de gagner du temps. Dans cet essai sur le temps, je serai amenée à introduire de façon tout à fait rationnelle, au prix d'une première partie escarpée par le renversement du temps et la logique non causale, le mécanisme incroyablement méconnu d'une véritable magie de la vie. Ah, ça me parle plus, ça, bizarrement. Ah oui, donc Philippe Guimand, c'est un physicien. Voilà. En proposant une nouvelle théorie du temps, dite théorie de la double causalité. Cette théorie sera ensuite mise en pratique et confrontée à l'expérience, la route du temps étant choisie non seulement comme terrain de simulation métaphorique, mais aussi d'expérimentation réelle. Ça aussi, ça me parle. Je ne ferai nullement appel à des références ésotériques, mais à la logique pure et aux plus récents progrès de la science, en particulier de la physique moderne. Car la théorie de la double causalité est avant tout d'un intérêt scientifique, par sa mise en lumière des résultats les plus curieux de la théorie de la relativité, de la physique statistique, de la théorie du chaos et de la mécanique quantique. Chacune de ces singulières branches de la physique nous apportera son propre éclairage sur le temps, fondé sur les principes de l'irréversibilité, de la causalité ou du déterminisme, dont les portées philosophiques sont essentielles pour permettre à l'homme de trouver sa place dans l'univers. Rien que ça. Rien que ça, c'est pas écrit, hein, c'est moi qui l'ai rajouté. Et de ce point de vue, il faut reconnaître que ces principes ont toujours joué un rôle réducteur, allant jusqu'à nier l'existence de notre libre arbitre. Arbitre. J'ai du mal à le dire, je crois. Or, l'authenticité de notre libre arbitre est l'hypothèse la plus fondamentale de la théorie de la double causalité, à laquelle nous ajoutons une seconde hypothèse non moins fondamentale, selon laquelle l'univers est déjà réalisé. Ce qui soulève immédiatement cette question, comment rester libre de nos actes dans un univers où notre futur serait déjà réalisé? La réponse sur laquelle repose la théorie de la double causalité est celle de l'arbre de vie. Ça aussi, ça me parle. Notre futur serait déjà réalisé selon de multiples versions ou branches, coexistant simultanément de façon omniprésente, mais à l'état de potentiel, non encore vécu. Fort de ces deux hypothèses fondamentales qui se résument dans cette conséquence incontournable, nous allons montrer dans ce livre que le temps a des vertus que l'on peut sans mentir qualifier de magiques. Cette référence à la magie, que j'emploie pour parler de mécanisme du temps, a de quoi surprendre, mais compte tenu de ses propriétés extraordinaires, elle est on ne peut mieux choisie pour qualifier le potentiel merveilleux de notre aventure de vie telle que l'univers nous invite à la vivre. Si nous voulons bien élever notre sensibilité et notre mental au niveau de ces lois subtiles et consentir à devenir alors les magiciens de notre propre vie. Pas mal comme programme. Je continue rapidement. Chapitre 6. Les traces du futur, où l'on découvre que nos intentions sont susceptibles de causer des effets dans le futur qui deviennent à leur tour des causes futures d'effets présents.
Nos intentions sont susceptibles de causer des effets dans le futur qui deviennent à leur tour des causes futures d'effets présents. Ok. J'espère que tu me suis. Des fois, j'ai besoin de relire plusieurs fois pour vraiment que ça s'ancre, tu vois. Et pour bien comprendre surtout. Alors, ah oui. Dans ce genre de cas où une intention semble réveillée, au contraire des traces du futur apparemment non intentionnelles, ou dont l'intention est cachée ou inconsciente, on s'aperçoit que le hasard, encore le hasard, fait à chaque fois émerger en quelque sorte une information sur un potentiel nouveau, inexistant dans le passé avant que la découverte n'ait eu lieu. En effet, si notre découvreur avait gagné l'argent nécessaire en travaillant, ou s'il l'avait reçu de quelqu'un d'autre, alors l'information individu en possession d'une somme d'argent lui permettrait... Non, je relis, pardon. Ou s'il l'avait reçu de quelqu'un d'autre, alors l'information, j'ouvre les guillemets, individu en possession d'une somme d'argent lui permettant de réaliser son rêve, fermez les guillemets, n'aurait été qu'une trace du passé, et c'est la causalité qui aurait été invoquée pour expliquer cet état de fait. Le hasard nous permet donc de ne pas ranger dans la catégorie trace du passé un fait déterminant pour modifier l'avenir. Je parle ici de modification d'avenir car on admettra volontiers l'existence sous-jacente d'une version en quelque sorte ordinaire de notre vie que nous aurions réellement vécue si le hasard n'était pas intervenu pour nous mener sur une autre branche de vie. Serait-ce donc que certains événements susceptibles de bouleverser la vie d'une personne constituent de véritables traces du futur à partir du moment où ils dépendent du hasard, du vrai hasard indéterministe accompagné de ce rôle maintenant manifeste d'une intention réveillée? Point d'interrogation. Ça peut paraître un peu, surtout si on connaît pas, enfin si on n'a jamais lu ces histoires de causalité, double causalité par rapport au futur. Moi, ce livre, je l'ai trouvé ultra intéressant et je t'invite vraiment à le lire. Mais il y a des passages où j'ai dû, tu vois, relire à plusieurs reprises parce que, bah, comme déjà en plus, c'est des termes déjà qu'on n'a pas parfois qu'on n'a pas l'habitude, voilà, d'entendre dans notre quotidien. Et puis ça, c'est un livre aussi qui invite à ouvrir notre manière de penser sur des idées donc de physiciens en l'occurrence qu'on n'a pas entendu avant en fait, et donc du coup ça peut être perturbant quand on les, enfin perturbant, c'est pas quelque chose enfin c'est, en tout cas moi c'est comme ça que ça a fonctionné. Je l'ai lu une fois, mais ça m'a pas suffi pour intégrer ou comprendre correctement la chose, tu vois, en tout cas de ce qui était proposé. Après, on prend ou on prend pas, il n'y a pas d'obligation. Mais ça me parle vraiment. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de causalité formative, une vision d'un biologiste, etc. Une vision basée donc à partir du travail antérieur de Darwin, donc en lien avec donc la science, tu vois. Et là, une vision avec un physicien qui est donc rattaché aussi beaucoup à la physique quantique. Donc c'est une vision enfin, un autre champ de la science et qui pour moi en fait, et il le dit d'ailleurs dans son livre, tu vois, qui est quand même très complémentaire. Et je trouve que ça répond bien en fait au hasard en fait de tous ces choix là que je suis en train enfin de tous ces choix que j'ai faits pour cette vidéo en fait, tu vois, parce que je t'ai partagé de l'agroécologie, je t'ai partagé référence de biologiste, je t'ai partagé là physique quantique, des univers qui n'ont a priori aucun rapport, tu vois, de l'intelligence artificielle, voilà. Et en fait, moi, ma vision plutôt qui est basée sur l'intelligence authentique, tu vois, de l'humain, quoi, qui est propre à lui. Donc vraiment des univers qui sont complètement différents, mais qui finalement, je pense, euh, peuvent faire une vraie convergence
En tout cas, j'ai essayé de le mettre en évidence avec les partages que je t'ai faits. J'espère que ça te parle. Tu me diras. Et je voulais te partager aussi par rapport à son livre. J'ai trouvé ça super. Ah oui, j'ai mon marque-page Canyon Bras Rouge de l'île de la Réunion en souvenir. Tu vois là, cette fois-ci, ça change. Et d'ailleurs, il a mis un dessin que je trouve génial. Franchement, quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé en fait. Enfin, ça m'a rappelé avec toute l'humilité que je peux y mettre, hein, bien entendu, mais ça m'a permis de me rappeler en fait une randonnée bien spécifique que j'ai faite euh, et qui m'a beaucoup marqué et j'ai trouvé ça super intéressant. Et du coup, en fait, tu vois, il parle de parc de la pensée, du hasard, du ravin de la création, du sentier du libre arbitre, de la route du temps, du pic de l'esprit, du gouffre de l'illusion. Enfin, je trouve ça ultra créatif, quoi. Je te montre. Alors, je sais pas si c'est bien cadré. Voilà. Bon, ultra original. Ok. Les goûts et les couleurs, ça c'est aussi quelque chose que je me dis souvent. C'est vraiment une histoire personnelle en fait. Je me dis, j'ai un peu de mal à comprendre les gens qui vont juger le choix, je sais pas moi, sur là je vais prendre l'exemple encore une fois d'un vêtement, tu vois, de sa couleur, etc. Bon, c'est s'il a envie de porter ça ou elle a envie de porter ça, elle porte ça en fait, tu vois. Moi, je me dis, ma vision, elle est vraiment, encore une fois, centrée sur la personne qui fait le choix et pas, ma vision, elle n'est pas centrée sur ce qui se fait autour. Et donc, du coup, bah, la personne, elle doit choisir en fonction de ce qui se fait autour. Tu vois, c'est vraiment, on n'est pas sur le même mouvement ni sur la même. C'est différent. C'est comme ça. Mais c'est vrai que moi, j'apprécie bien, en fait, quand on me laisse l'opportunité de me dire, bah, je choisis ce que j'ai envie de choisir. Si ça me plaît, tu vois. Et en fait, même au même titre, si on peut dire ça comme ça, les causes et donc les choix qu'on fait, ils sont aussi en fait une affaire personnelle. Et, euh, et là, je pense à tout, en fait, tu vois, tous ces mouvements sociaux qu'on connaît, en fait, qui revendiquent des choses et tout. Et je me dis, mais c'est à chaque fois, en fait, un mouvement social, pour moi, c'est une voix, enfin, une voix, non, c'est pas une voix, c'est plein de voix VOX, tu vois, mais c'est un écho de quelque chose, en fait. C'est qu'on entend ou qu'on n'entend pas, finalement, tu vois. Et donc, en fait, pour moi, c'est tous ces mouvements, que ça soit, je sais pas, LGBTQ+, je crois que c'est comme ça ouais, qu'on dit. Donc en France ou à l'étranger, le mouvement des Gilets jaunes qu'on connaît tous et qui sont encore très présents, tu vois, qui nous concerne bien aussi. Le mouvement, par exemple, tu vois, Black Lives Matter, en fait, aux États-Unis, en lien contre le racisme et tout. Enfin, ça, c'est pareil, c'est un sujet vraiment d'actualité encore, tu vois. Et toutes ces voix-là, à travers ces mouvements, donc j'en oublie plein, hein. Il y en a tellement d'ailleurs, que pour moi, vraiment le dénominateur commun, c'est ça en fait, c'est de se dire, ok, tous ces échos-là, qui sont à la fois ultra négatifs, à la fois ultra positifs, parce que c'est un moyen que chaque mouvement a trouvé pour se faire entendre, eh bien, c'est le moment de faire pause en fait, vraiment, d'écouter en fait, ben la tristesse qui s'y dégage, d'écouter en fait justement euh, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui permet en fait de faire lien avec tous ces mouvements. Bah pour moi c'est vraiment ça en fait, c'est l'humain en soi quoi. Et notamment sur bah, le capitalisme qui est quand même
un grand problème aujourd'hui, tu vois, où on parle du capital social en fait, qui lui est basé justement sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai envie de proposer le capital unique en fait, enfin, où on se base sur l'humain, ce serait peut-être déjà pas mal en fait. Se baser sur les réseaux sociaux, ça existe et ça a une dimension peut-être même too much quoi. Parce qu'on se fait carrément absorber par cet univers. Personnellement, moi, j'ai réussi à mettre des limites par rapport à ça. J'éteins mon téléphone, j'arrive à me connecter seulement quand je le décide, etc. Mais j'ai dû faire un gros travail sur moi de désintoxication, en fait, de me dire je suis capable et tout. Non, non, c'est conçu pour nous aspirer le cerveau, en fait. Donc, c'est normal, en fait, qu'on se sente toujours obligé d'y aller et tout. Moi, quand je vois les gens tout le temps connectés sur leur téléphone à scroller comme ça, nanana, je me dis pourquoi? Pourquoi tu fais ça? C'est là. En fait, ça me fait aussi penser à autre chose. Euh, rien à voir, enfin rien à voir. C'est vraiment un sujet complètement différent, mais ça me fait penser à la même mécanique interne, je trouve, avec la cigarette. Où en fait, moi à l'époque, d'ailleurs j'ai fait une vidéo à ce sujet et tout, déjà, mais à l'époque, quand je fumais, donc j'avais conscience que j'étais dépendante, et j'ai réussi par chance à me dire que je veux sortir de cette dépendance, parce que, et je pense d'ailleurs que c'était vraiment limite même avant le côté problème de santé. C'est-à-dire que le fait de savoir que j'étais dépendante de quelque chose extérieur à moi, et je pense que ça a été ma chance, en fait, de me rendre compte de ça. Et ben, du coup, je me suis dit, ah bah non, moi j'ai pas envie que ce soit quelque chose d'extérieur qui soit mon maître, en fait. Je suis mon maître de moi-même. Et là, j'étais complètement esclave de la cigarette. C'est-à-dire que, bon, je t'explique encore une fois dans la vidéo que j'ai déjà faite et tout. Et le matin, je me réveillais. La première chose que je faisais, c'est que je fumais. C'est-à-dire que je n'arrivais même pas à me dire pense à toi d'abord, allez faire autre chose ou quoi. Non, je pensais à la cigarette. Et là, en fait, pour moi, c'est la même chose. Les réseaux sociaux, c'est ça. C'est qu'en fait, on n'arrive pas, mais c'est parce que c'est conçu comme c'est pour ça, on n'arrive pas à se dire bah non, mais j'y vais pas. Parce qu'en fait, c'est là. Et ah oui, et il y a un autre exemple aussi auquel je pense, c'est que j'ai pas vraiment partagé encore ici sur cette chaîne. Mais pareil, j'avais un scooter, un 125, un Piaggio XEvo que je kiffais, je m'éclatais. Enfin voilà, c'était cool quoi, c'était top. Franchement, je me sentais libre, je pouvais partir quand je voulais, aller où je voulais ou presque, on va dire. Mais voilà, c'est vraiment un sentiment de liberté de se dire t'es en scoot et tout. Puis enfin, souvent t'es seul, tu peux être accompagné, mais voilà, ça vient vraiment souligner un aspect de liberté, de se dire je peux faire ce que je veux, où je veux, et aller où je veux, voilà. Et en fait, à un moment donné, pareil, je me suis dit, mais je marche plus. Un moment, et ça, pareil, encore, c'est encore une chance de m'en être rendu compte, parce que je pense qu'on peut vite rester dans l'inconscience, de même pas se rendre compte de ce que ça nous vole finalement, en fait, en termes de liberté. Donc moi, ça me donnait le sentiment de liberté, mais la liberté à travers le scooter, alors que ben, sans le scooter, j'ai déjà ma propre liberté en fait. Donc tu vois, pour moi c'était un. Après, je dis pas qu'il faut arrêter de conduire des scooters. Enfin, il y a plein de raisons différentes d'en conduire. Mais moi, j'étais arrivée à un stade où en fait, même aller acheter une baguette à même pas 10 minutes de chez moi, je le faisais en scooter. C'est-à-dire que je n'arrive même plus à me raisonner et à me dire non, Adeline, tu vas à pied quoi. Et bon après, je peux encore faire le lien avec d'autres choses de ma vie, dans le sens où comment dire, moi qui voulais perdre du poids, en tout cas voilà, essayer de changer cette dynamique au niveau de mon physique et tout. Et bien là, ça n'allait pas du tout dans ce sens-là en fait. Ça allait dans un sens justement où ça me confortait dans quelque chose qui ne m'arrangeait pas en fait. Et donc voilà, j'ai réussi à un moment donné à me dire, mais j'ai mis du temps, hein, ça, encore une fois, c'est du travail mental déjà, après psychologique, puis après à mettre en place vraiment
dans sa vie, quoi, et de se dire ok, je passe à l'acte, quoi. Et ça, en fait, je m'égare un petit peu, pardon, mais donc je t'ai parlé du scooter, je t'ai parlé de la cigarette, et à la base c'était qu'est-ce que j'étais en train de dire? Bon, je sais plus, mais je pense qu'il y a quand même une cohérence dans ce que je dis, mais je me suis un peu perdue. Et voilà, et donc en fait de se rendre compte de ça, de se dire qu'en fait tu deviens esclave de machin, je pense que le capitalisme il y est pour beaucoup. Désolée, je me frotte le nez. Donc c'est un vrai sujet en termes de réflexion centrale en fait. Capital unique, je trouve que c'est pas mal. Hein. Tu inclus tout ce que tu veux en lien avec ta propre personne. C'est personnalisé finalement. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ça change beaucoup quand même de choses. Je voulais aussi juste souligner un petit point justement par rapport au choix du mot libre dans le terme premier centre de recherche libre. J'ai hésité en fait, pour te dire les choses, j'ai hésité entre inconditionnel et libre, parce que c'est vrai qu'inconditionnel, on l'entend souvent. Et ouais, c'est peut-être tendance d'ailleurs. Je me dis si on l'entend beaucoup, beaucoup, c'est peut-être devenu quelque chose de limite de tendance. Et moi, c'est quelque chose qui me... J'irais pas jusqu'à dire que ça n'a pas de signification pour moi ou quoi. En tout cas, par rapport à cette création que je te partage là, eh bien, je trouvais que ça résonnait pas en fait, parce que pour moi, en fait, quand tu parles d'inconditionnel, c'est que forcément en face il y a des conditions. Et dans ma vision, tu vois, je me suis dit, pour moi, libre, c'est beaucoup plus adapté, en tout cas à ce que j'ai vécu avec Emilia Création et que je viens de te partager juste avant. Et, euh, et beaucoup plus adaptée dans le sens où ma vision, parce que quand je parle de vision, elle peut être écrite, mais aussi je visualise vraiment les choses en fait. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça, et ma vision en fait, elle est vraiment en mode 360 quoi. Tu vois, le lien avec la prise de mensuration au niveau du tour de taille, au niveau du tour de bassin, etc. On est vraiment sur un aspect 360 du corps de la femme, et donc en l'occurrence de moi, puisque j'ai été mon premier test concret. Et donc j'ai vraiment une vision en fait globale, tu vois, où en fait, bah, quand je parle de libre, c'est-à-dire que ça prend tout la liberté de mon corps, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune condition. Je viens pas rajouter des éléments ou quoi extérieurs, non. Le point central, c'est mon corps. Et donc cette vision de 360, elle s'applique pour moi très facilement au mot libre. Donc voilà, je voulais juste signaler ça, te partager le pourquoi j'ai choisi ce mot-là, et qui me semble vraiment, vraiment, vraiment ajusté en fait à ma vision. Je sais pas si tu te souviens du film Jumanji. D'ailleurs, il y en a eu trois. Donc le premier jeu en lien avec jeux de société, le deuxième en lien avec les jeux vidéo, et puis le troisième, genre le prochain niveau. Et je voulais te lire en fait. Alors, Jumanji, un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers. Lancez les dés. Pour déplacer votre pion, un double donne le droit de rejouer. Le premier qui arrive au bout a gagné. On peut également dire la phrase suivante en lien avec ce film. Aventurier, méfiez-vous, ne commencez que si vous avez l'intention de finir. Les effets saisissants de ce jeu ne cesseront que lorsque l'un des joueurs aura atteint Jumanji et prononcé son nom. Ça donne envie de jouer et de gagner. Je te parle de respect, et moi je me dis, bah déjà je trouve que c'est super important dans les interactions entre humains, et même dans le respect des choix que les autres peuvent faire, ce que je te disais tout à l'heure. Et je vois une petite métaphore en fait, avec une petite métaphore imagée avec le soleil, tu vois. Tu peux très bien imaginer en fait que le respect qui parfois est difficile à trouver dans des interactions, etc. Finalement, si je me dis voilà, je vais porter mon attention en fait sur cette dynamique que j'ai envie d'avoir dans ma vie, c'est-à-dire de viser le respect au maximum, que je puisse l'appliquer pour moi-même déjà, et puis aussi envers les autres.
de garder cette image en fait du soleil qu'on voit tous les jours, ou presque. Il y a des jours, le soleil on le voit pas, mais en tout cas il existe, il est là quoi. Et, euh, et d'ailleurs sans lui on ne serait pas grand chose finalement. Il nous a bien éclairé et bien créé. Et donc de porter en fait cette attention sur quelque chose qui est important, le relier, soleil, respect, respect, soleil, et ensuite de porter une intention en fait justement à partir de cette attention, et ensuite une action grâce à la conscience qu'on porte dessus, le fait d'en parler, le fait de le mettre en avant, de le visualiser, etc. Bah, je mets en conscience, quoi, en lumière, c'est le cas de le dire. Et, euh, et je trouvais intéressant de pouvoir faire en fait ce lien avec le respect et le soleil. Je trouve que c'est plutôt ludique. Je voulais te le proposer. Du coup, ce que j'ai pris comme note par rapport à ça, ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, le fait de porter ma conscience sur cette image-là, sur cette idée-là, eh bien, ça me permet d'activer et d'appliquer mes choix conscients. Et en fait, bah, ces choix conscients, en fait, ils me permettent des expériences vraiment personnalisées, selon moi, mes besoins, mes envies, voilà ce que j'ai envie de mettre en avant. Et ça me permet aussi, moi, d'engager ma propre créativité, en fait. Et bah, déjà d'y réfléchir, de porter ma conscience, d'y réfléchir. Voilà, bon, ça peut paraître long, mais en fait, tout ça, ça se fait après de manière fluide, en fait, finalement. Et donc, ma créativité et ma propriété individuelle, en fait. Intellectuelle, plutôt. Et individuelle aussi. Et c'est un peu un fonctionnement vraiment différent de l'IA. T'as l'impression de passer en second plan et voire même bientôt on va te supprimer quoi. Donc on n'est pas dans la même dynamique. Voilà. Et c'est une dynamique que je voulais partager en fait en termes de réflexion, attention, intention, conscience. Je porte mon attention sur le respect que je relie au soleil puisque je le respecte en fait. Enfin, de toute façon j'ai pas le choix, il est là. Donc voilà, c'est comme ça. J'ai pas mon mot finalement à dire et je me dis après on peut aussi relier facilement cette histoire de vice et de vertu, tu vois, de se dire en fait, ben moi, dans mes choix, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant. Alors l'idée c'est pas de devenir des anges, ni de devenir des gens parfaits. C'est pas du tout ce que je cherche à dire là. Par contre, dans la dynamique, tu vois, je me dis, bah, à partir du moment où on pose nos choix en conscience, on peut choisir de se dire, ok, bah, je vais plutôt viser un choix qui va plutôt faire le bien plutôt que le mal, quoi. Et bah, le vice, en général, quand on est dans le vice, c'est pas ultra positif pour soi déjà et pour les autres non plus, quoi. Donc c'est aussi un peu cette histoire de quelle graine j'ai envie de planter, en fait, quelle graine j'ai envie de semer. Je trouve que c'est super parlant aussi ça comme image euh, et donc voilà. D'ailleurs, ça me fait penser une fois j'avais vu sur un compte YouTube d'un jeune, je me rappelle plus du tout son nom, mais il était très suivi quand même, il était pas mal suivi. Il avait écrit dans sa description, je me dis mais comment on peut écrire un truc pareil quoi. Il avait écrit dans sa description euh, plante n'importe quelle graine, en gros on s'en fout de ce que tu plantes quoi, mais plante. Ok. Bah non, en fait, non, 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 non. Plante pas, tu peux planter quelque chose de meilleur, en fait, pour toi et pour les autres. Bon, c'est une vision partagée là, encore une fois, hein. On n'est pas obligé de la suivre, mais c'est ce que j'aimerais bien que qu'on fasse davantage, quoi. Je pense que c'est... Ouais, je sais pas. Donc, par rapport à cette histoire de vice et de vertu, qui me parlait davantage avec cette histoire du soleil, le respect, tu vois, que je vais venir connecter à moi, finalement. Eh bien, je me dis, pour les plus spirituels qui ont... Ouais, il y a des états, enfin, des personnes qui sont un peu plus dans la spiritualité, ou en tout cas ouvertes sur le sujet, comme moi, davantage, eh bien, ou qui sont en devenir, tout simplement, enfin, en tout cas, qui s'intéressent à leur propre spiritualité, parce que pour moi, c'est pas la religion, ça n'a rien à voir, bien que je respecte hein, les religions, mais pour moi,
La spiritualité, c'est pas la religion. C'est vraiment différent et enfin, ça peut se rejoindre, hein. Il n'y a pas d'incompatibilité, mais c'est deux choses distinctes en fait. Parce que ça, c'est pareil, j'ai souvent entendu des personnes dire oui, mais la religion, c'est la spiritualité. Ben non, en fait, si c'était la même chose, il n'y aurait pas deux termes distincts. D'ailleurs, tu vois, là, je suis en train de dire ça et je me dis finalement, le respect, il est là. Respecter en fait les choix, les gens qui veulent être dans la religion, les gens qui veulent être à la fois dans la religion et travailler leur spiritualité. Peut-être qu'ils en font un lien, mais ça leur appartient en fait. Mais tout le monde ne voit pas la chose comme ça. Moi, personnellement, tu vois, sur la spiritualité, je m'y suis ouvert davantage ces dernières années et j'y trouve mon propre équilibre et voilà, et j'ai pas de règles par rapport à ça finalement. C'est juste, moi, je vis les choses comme je les vis personnelles. Et mais je me sens pas connectée à la religion ou à une quelconque religion, mais ça m'empêche pas de pouvoir respecter que ça existe, ça m'empêche pas de pouvoir respecter que des gens choisissent de suivre des religions en fait. Donc voilà, c'était juste pour étayer l'histoire du respect finalement en fait. Il se positionne un peu partout, je trouve, et assez facilement en fait quand on le choisit. Et ce que je voulais dire là par rapport à la spiritualité, c'est qu'on remarque bien avec cette métaphore du soleil le lien entre le ciel et la terre. Et souvent, on va dire oui, spiritualité, les gens ils sont perchés, etc. Machin. Bah là, je trouve, tu vois, que c'est un exemple qui est assez parlant, qui permet de montrer qu'en fait, non, on peut être euh, attiré par sa propre spiritualité et aussi connecté, très connecté et ancré à la terre, quoi. Je pense que c'est pas incompatible, encore une fois. Qui me parlait sur le chemin du work in progress, comme j'aime bien dire. Je me dis, tu vois, la vision que je te partage là, elle permet, à mon sens, une communauté et une collaboration, même une coopération avec des gens différents autour de nous. Et dans le respect, encore une fois, de qui ils sont, des choix qu'ils font et tout. Et je trouve que ça permet vraiment une vision éclairée, pour le coup, et saine, parce que chacun se respecte, et aligné au choix de chacun, quoi. Bon, utopiste ou pas? Moi, j'y crois. Le côté on se tient tous par la main pour sauver le monde, dont finalement peu de personnes croient. Il y en a qui croient et ils ont le droit. Et mais c'est vrai que physiquement dans la 3D, en fait, de là où on est, chacun a nos emplacements. Ça semble quand même très difficile car on est loin et on est tous très différents de nos choix de vie, dans nos choix de vie. Mais je me dis aussi que voilà, cette idée de tous se tenir par la main, c'est imagé et beaucoup le critique et tout ça. Mais finalement, moi, ce que j'y vois aussi par rapport à ça, c'est qu'il y a certaines personnes, en fait, qui sont pas du tout tactiles. Donc rien que sur cette idée-là, cette envie, enfin cette idée, ça collerait pas en fait, de se dire ouais, je dois me connecter à des gens physiquement, etc. Moi, je respecte beaucoup ça chez, tu vois, ce besoin de garder son propre espace et de partager son propre espace à d'autres personnes, mais selon les moments où on le souhaite, selon les moments et avec les personnes avec qui on a envie, etc. Et que ce soit pas forcément une obligation, tu vois, de se sentir connecté physiquement à des gens. Il y a des gens vraiment qui sont pas tactiles et c'est comme ça. Enfin, ça se respecte, tu vois. Il y a d'autres qui sont pudiques, pareil. Donc, il y a même d'autres personnes en fait qui ont du mal à faire confiance et ça fait pas d'elles des personnes qui sont mauvaises. C'est peut-être probablement lié à leur histoire et voilà. Et donc chacun a son rythme, chacun a son espace à respecter. C'est donc il y a quand même des dimensions qui sont pas négligeables et qui font l'unicité de beaucoup de personnes, enfin qui font partie de l'unicité de beaucoup de personnes. Et donc voilà, cette idée de on se tient tous la main et tout, c'est imagé. Après, ça n'empêche pas que on puisse le faire de manière même éloignée. C'est pas où, mais ça peut être et où en fait tout simplement selon comment chacun ressent la chose. Les exemples que je te partage là, tu vois, moi c'est des exemples qui me parlent un peu à moi parce que moi je sais que quand je connais pas les gens, j'ai beaucoup de mal à me connecter
Déjà, verbalement, ça peut arriver que j'ai du mal à me connecter avec les gens. Alors physiquement, c'est encore plus compliqué. Se tenir la main, il y a rien de grave, mais en fait, moi, quand je connais pas, j'ai du mal. Et ça, je pense qu'il faut le respecter chez les gens, en fait, c'est important. C'est vraiment une histoire d'espace qui nous concerne, en fait, tu vois. Donc, je me dis, tu vois, finalement, cette histoire de respect, en fait, elle peut vraiment s'appliquer. Moi, je l'imagine comme ça, peut-être mon côté rêveur, de manière invisible, en fait. Ça peut être complémentaire à cette histoire de on se tient tous par la main, ceux qui ont envie le font, ceux qui n'ont pas envie ou ne peuvent pas le faire pour les X raisons, bah en fait, de manière invisible, c'est possible. Mais c'est invisible, mais c'est quand même visualisable, tu vois, cette histoire de soleil, soleil, respect. Ça devient même un fil conducteur qui permet à chacun de viser bah, le côté lumineux. Encore une fois, une image concrète, claire, et donc de la vertu en fait. Le choix que je vais poser en conscience. Et en termes de conséquences, ben donc voilà, c'est ce que je viens de te dire. Il n'y a pas d'empiètement sur la trajectoire de l'autre, ni sur son libre arbitre, pardon, ni ses propres choix face à face à une machine. Euh, Donc quand je dis machine, là, je pense à l'intelligence artificielle, tu vois. Et je me dis, c'est important en fait de pouvoir garder ben, son espace, le libre arbitre sur sa propre trajectoire, de pouvoir faire ses propres choix. Et tout ça, en fait, c'est pour moi vraiment lié au respect de l'humain dans sa personne en lui-même, quoi. Je parle d'invisible, mais visualisable pour le mot respect que je relie au soleil. J'ai une autre image aussi qui me vient en tête. Et pour la jeune Adeline qui faisait de l'athlé à l'époque, l'athlétisme, où en fait, bah, tu vois, ça me fait penser aux courses par équipe, où en fait, les courses de relais, on appelle ça, où en fait, chacun est positionné à une place bien précise en fait sur le terrain, donc d'athlétisme. Et, euh, et en fait, donc la première personne qui commence à courir, elle tient dans la main un témoin, donc un bâton, ou des fois pas, mais bon là, l'idée c'est de te montrer cette image, de te partager cette image-là. Et en fait, chacun a la même distance à parcourir, mais sur son propre territoire, c'est-à-dire que l'un n'empiète pas sur l'autre. Il y a juste à un moment donné une bande de quelques mètres, 10-20 mètres, je sais plus, où en fait les deux personnes elles vont se rejoindre et c'est sur cette partie-là en fait où le passage du témoin il va se faire. Mais la première personne n'empiétera jamais sur l'espace de course, le champ de course de la deuxième personne. La deuxième personne, elle n'empiétera pas non plus sur l'espace de course de la troisième personne. Et en fait, ce qui permet ça, c'est justement bah, cet espace de 10-20 mètres là dont je te parle, qui est ultra nécessaire en fait pour bah, que justement la course de relais en équipe, elle puisse être efficace et, euh, et puis bah probablement gagner puisque l'idée c'est ça en fait, d'arriver premier en termes de compétition et tout. Et je trouve que cet exemple-là il est super parlant sur l'état d'esprit coopératif, l'état d'esprit vraiment respect en fait, de je suis mon propre coureur mais je fais partie en fait de l'équipe de course quoi. Et et puis bah chacun a finalement à son rythme en fait, parce que même s'ils courent tous vite, ils courent tous différemment, quoi. Et je sais pas si ça te parle cet exemple-là, mais tu vois, tout à l'heure on parlait de l'exemple, oui, on va tous se donner la main et tout. Voilà, moi j'y crois pas. Bah en fait, on peut voir les choses différemment pour 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 une même situation finalement. Et je trouve encore une fois que l'exemple, bah, à travers le sport, là, tu vois que je te parle de la course de relais, c'est ultra parlant, quoi. Si ça marche, pourquoi ça pourrait pas marcher à la place du témoin? Le mot respect, tout simplement. Et du coup, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses de cette architecture naturelle que je te propose entre bah, le mot respect et donc bah, toute son intention et le soleil? Dis-moi en commentaire.
Sheldrake, dont je te parlais tout à l'heure par rapport au livre La mémoire de l'univers, il disait: si le matérialisme avait raison en médecine, l'effet placebo ne devrait pas exister. Le fait qu'il existe prouve que les croyances et espoirs des gens peuvent avoir des effets positifs sur leur santé et sur leur guérison. En fait, non, cette citation, elle vient du livre Réenchanter la science, parce que c'est aussi un autre livre que j'ai lu. Comme j'ai apprécié le premier, je me suis dit, ah tiens, je vais essayer de lire d'autres, et donc celui-ci en fait partie, mais toujours donc de Rupert Sheldrake. Et il a une autre citation aussi de lui: l'effet placebo montre que la santé et la maladie ne sont pas juste une affaire de physique et de chimie, elles dépendent aussi de l'espoir, du sens, de la croyance. L'effet placebo fait partie intégrante de la guérison. Et je trouve ça vraiment assez juste en fait. Ce qu'il dit, c'est d'ailleurs pour ça que je partage en fait les citations. Je sais pas ce que tu en penses toi, justement de l'effet placebo. Qu'est-ce que ça t'évoque en fait? Si tu fais le parallèle avec ce que je viens de te parler en termes de visualisation, d'intention, enfin d'attention, d'intention et ensuite d'action. Comment je mets les choses en œuvre par rapport à la thématique du respect. Après toutes les lectures, les visionnages de vidéos, voilà que je te cite, je me dis entre intelligence artificielle et intelligence apocalyptique, il n'y a qu'un pas finalement. Et c'est pas trop dire de dire ça. Euh, et moi, je me dis, en fait, j'ai cette histoire de choix, elle me semble ultra importante. Et moi, personnellement, je fais le choix de l'intelligence authentique. Donc, tu vois, en fait, devant IA, finalement, je vais rajouter juste un petit C que je vais entourer un peu en mode copyright pour déterminer un peu cet état de pensée, choix de l'intelligence authentique. C'est entouré IA. Je voulais te partager des citations d'Angela Davis, qui est donc une militante américaine que tu connais probablement et qui défend en fait les droits humains et ceux des minorités. Et donc je trouve que c'est une personnalité ultra inspirante en fait. Je voulais te partager du coup ces citations. Alors la première, c'est que j'ai sélectionnée du coup. Je dirais nous ne vivons pas en vase clos. Nous n'avons pas nos petites bulles dans lesquelles nous pouvons choisir ce qui nous affecte en tant qu'individu. Quand j'ai lu cette citation et tout, ça m'a parlé. Et à la fois, je me suis dit, ah, je me sens un petit peu chatouillée, si on peut dire ça comme ça. Dans le sens où, quand je lis cette citation, je me dis, ah ouais, là, on est en train de me dire, bah, ma petite bulle, c'est pas qu'elle est pas toute seule, bien entendu, elle est pas toute seule, mais ma petite bulle, elle est pas suffisante. Tu vois? Et je le sais que ma petite bulle, elle est pas suffisante, mais c'est vrai qu'on s'y sent bien dans sa petite bulle. Et du coup, on n'a pas forcément envie d'en sortir, ou en tout cas, si on veut en sortir, on a envie de se sentir protégé, quoi. Et des fois, c'est vrai que j'en parlais tout à l'heure, tu vois, la différence, etc., ou même les traumas qu'on peut avoir gardés en soi par rapport à notre cheminement, par rapport à nos expériences de vie, par rapport à tout ça. Si c'est des choses qu'on porte encore en nous, et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, c'est juste un constat. Ça peut être parfois douloureux, complètement difficile en fait de justement de sortir de cette petite bulle. Et je sais de quoi je parle. Je me sens vraiment concernée dans ce que je te dis. Et c'est pas pour autant qu'on n'en a pas envie, mais c'est une étape qui peut être compliquée en fait, assez compliquée. Et à la fois, quand je lis cette citation, elle m'inspire beaucoup parce que je me dis que c'est complètement vrai ce qu'elle dit en fait. On ne vit pas seul. Voilà. La deuxième, la révolution perturbe les processus normatifs, basés sur la classe sociale et le genre, basés sur la race, sur la sexualité, basés sur les compétences, et je ne fais que commencer la liste. Et dans ce sens, il y aura toujours des révolutions à venir dans le futur. Tout à l'heure, je te parlais des étiquettes qu'on se colle ou voilà,
auxquelles on s'accroche parfois. Bien sûr qu'on a besoin de se définir, bien sûr qu'on a besoin d'apprendre à savoir qui on est, bien sûr qu'on a besoin de poser des mots, des termes, etc. Mais c'est vrai que à trop vouloir s'y accrocher, et ben parfois en fait ça peut finalement peut-être nous faire plus de mal qu'autre chose, quoi. C'est ce que je pense. Et la troisième, j'utilise le terme idéologie pour désigner la façon dont nous, les humains, nous imaginons par rapport aux conditions de notre existence. Attends, je relis parce que j'ai pas bien lu. J'utilise le terme idéologie pour désigner la façon dont nous, les humains, nous imaginons par rapport aux conditions de notre existence. Donc finalement, ces histoires d'idéologie, c'est vraiment propre à chacun et il n'y a pas forcément de jugement à porter là-dessus. Je pense on est libre là-dessus. Mais c'est vrai que de se dire que ça peut être un blocage sur l'acceptation de l'autre, c'est là où ça commence à poser problème, je pense, vraiment. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui vient souligner, en fait, peut-être le point de départ, le déclenchement de tous les mouvements sociaux qu'on peut connaître, en fait, en France et à l'étranger, quoi. Donc, cette histoire d'idéologie, peut-être qu'elle est un vrai questionnement à mettre en avant. Je voulais partager, et je me pose aussi cette question, tu vois, au sujet de l'intelligence artificielle, où en fait, une fois que tu as pris connaissance, si tu as été voir le texte que j'ai partagé en description, et quand tu prendras aussi le temps peut-être d'aller regarder l'interview en fait de cet homme dont je te parle et tout, qui donc énumère pas mal de problèmes assez dramatique pour l'humain et donc de détérioration ouais, c'est plutôt négatif, quoi. Et dans tous les domaines pour l'humain, le travail et plein d'autres, voilà. Je me dis avec justement, tu vois, sa rapidité de déploiement, c'est ce qui souligne. En fait, et donc ouais, sa rapidité de déploiement et où ils ont en fait pour objectif que l'IA elle dépasse l'humain. Euh, c'est complètement ouais, c'est très risqué de faire ça, en fait. Pourquoi chercher à faire ça? Moi, c'est vraiment une question, je me dis, pourquoi chercher à vouloir dépasser l'humain? Dépassons-nous nous-mêmes, on a encore plein de marge de manœuvre, tu vois, pour nous-mêmes, à partir de nous-mêmes. Et donc voilà, donc supérieur à l'humain. Et ouais, j'avais noté la justice qui est composée d'humains, est-ce qu'elle aura encore les moyens et les capacités de défendre les citoyens? Point d'interrogation. Ça fait flipper quand même. Et tu vois, si on casse la pointe du triangle, ouais, comme ça, si on casse la pointe là, tu vois, de ce triangle-là, en fait, on obtient un nouveau contenant, quoi. Et je me dis, ça peut être pas mal comme idée, en fait, de transition quand on fait ce choix, justement, de retirer un petit peu les étiquettes qui peuvent nous faire mal. Et j'ai une question qui me vient, tu vois, justement comme ça, où je me dis, alors je l'ai noté parce que c'est vrai que moi j'ai une mémoire des fois, tu vois, je parlais du livre La mémoire de l'univers, mais en fait moi j'ai vraiment une mémoire très très sélective et du coup je retiens pas facilement les choses. Ah oui, la question elle est là. Et donc ouais, la question que j'avais notée qui m'est venue en fait avec cette idée de triangle qu'on casse là et on obtient un nouveau contenant. Finalement, c'est en quoi une personne qui ne porte pas les mêmes étiquettes que moi peut être intéressant à connaître finalement, tu vois. En quoi ça peut être intéressant pour moi de connaître en fait une personne dans son unicité, dans ce qu'elle est en fait, sans avoir à nommer forcément ce que je vois chez elle, tu vois.
Et c'est une question que je me pose à moi-même parce que bah, je sais que justement en lien avec mon propre cheminement, j'ai parfois aussi, même si j'ai cette envie, cette vision, etc., j'ai parfois en fait du mal à aller vers l'autre et tout. Bon après moi c'est mes raisons en termes par exemple comme je te le dis d'énergie, mais aussi par rapport à peut-être tu vois des traumas que je dois encore guérir. Alors je dois, et j'ai pas d'obligation, mais je sais que personnellement, pour me sentir davantage à l'aise ou en tout cas dans la fluidité pour aller vers des personnes que je ne connais pas, je pense que j'ai encore des choses à travailler. Je sais pas que je suis pas capable, hein, je suis capable de le faire, mais ce que je veux dire, c'est que je sais que je suis pas à mon max en termes de d'aisance à ce sujet. Et pourtant, l'envie, elle est là, et pourtant, ma vision d'ouverture, elle est là, et pourtant, voilà. Je pense qu'en fait, je suis pas la seule dans la vie à être comme ça. Mais du coup, c'est, tu vois, cette question, elle me permet vraiment de me dire, OK, une fois que je me pose cette question, du coup, ça me met en conscience, et je me dis, en fait, qu'est-ce que j'en fais? C'est quoi mon choix derrière, tu vois? C'est ça, en fait, je pense qui, pour moi, est intéressant. Et tu vois, si on casse la... Tout à l'heure, je te parlais de l'attention, l'intention, et puis ensuite, ben, l'action. Et cette, euh, cette idée-là, en fait, elle me vient ben, d'une inspiration tout droit des accords Toltec. Je sais pas si tu connais. Et donc, je vais te lire en fait les 5 accords. Le premier, que votre parole soit impeccable. Le deuxième, n'en faites pas une affaire personnelle. Le troisième, ne faites pas de suppositions. Le quatrième, faites toujours de votre mieux. Et le cinquième, soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Et en fait, je trouve que ça reflète vraiment une discipline de vie finalement qu'on choisit ou qu'on ne choisit pas, qu'on a envie de suivre ou pas. Moi, je trouve que c'est assez inspirant parce que ça colle bien avec mon envie de viser des énergies positives. Alors encore une fois, personne n'est parfait et je suis pas parfaite loin de là et je cherche pas à être parfaite. Par contre, je cherche à être sereine dans mon quotidien. Ce qui fait que mes choix, en fait, bah, se portent sur des choix qui vont viser la sérénité. Et moi, je sais que ça passe par être équilibré dans mes énergies, en fait, dans ce que je véhicule et dans mes échanges, etc. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de suivre la formation de la communication non violente, dont je t'ai déjà parlé aussi dans une vidéo précédente, où je suis encore complètement novice, mais en tout cas, l'envie de me relier à des énergies qui tendent vers ma sérénité, ça fait partie de mes objectifs. Et je trouve que ça rejoint bien aussi la dynamique des accords Toltec. Euh, voilà, par rapport à l'attention et l'intention. Et ce que j'aime bien aussi, d'ailleurs, dans le livre que j'ai lu très tardivement, parce que à l'époque, j'avais entendu parler des accords, donc qui sont faciles à lire et accessibles. Mais en fait, il y a un livre et qui, quand je dis très tardivement, c'est pas très tardivement, c'est que je l'ai lu bien après avoir découvert les 5 accords, quoi. Et je me suis dit, mais ouais, peut-être qu'un jour il faudrait que je lise le livre. Donc j'ai fini par le lire, ça devait être genre l'été dernier. Et, euh, et en fait, j'ai vu qu'il parlait du rêve aussi. Et ça, c'est pareil, c'est une dynamique qui me parle beaucoup. Je le cite souvent dans des posts, etc. Ça ne veut pas dire que je suis déconnectée de la réalité. Je pense que bah, les expériences de vie que j'ai vécues montrent bien que je suis pas déconnectée. Voilà, je vis des choses, quoi. Mais j'aime bien aussi, à la même hauteur que viser la sérénité, me dire d'être capable en fait de continuer à rêver. Pour moi, le rêve, c'est vraiment relié à la visualisation. Et comme je suis quelqu'un qui visualise beaucoup pour créer, imaginer, etc., pour moi, c'est fluide en fait. Le câblage entre rêve, visualisation, il est fluide. Et franchement, je le souhaite à tout le monde parce que je trouve que c'est un bon point de départ, le rêve. Et c'est pas être déconnecté de la réalité. Après, oui, on peut avoir des états rêveurs, être un peu dans la lune, comme on dit, ou des choses comme ça. Mais, euh, mais d'ailleurs, même des personnes qui ne sont pas rêveuses peuvent être un peu déconnectées, voilà. Mais c'est pas forcément lié à, euh, à quelque chose de négatif, en fait. C'est voilà, parce que beaucoup vont penser que rêver, c'est pas
que rêver c'est pas utile ou que c'est pas sérieux ou que voilà. Ben moi je trouve que c'est un bon point de départ. Tout à l'heure je te parlais pour finir, je voulais te partager un petit tips que j'ai imaginé. Comme je te dis, j'aime bien imaginer, visualiser des choses et tout. Et je trouve que ça peut être des bons repères mémotechniques. Ouais, je pense qu'on peut employer ce terme-là. Euh, par rapport à l'espace voilà, qu'on a autour de nous. Et en plus, bah, finalement, à tout moment, quoi. Là où on en a besoin, au moment où on en a besoin. Donc en fait, ce tips-là que j'ai envie de te partager, il est pour tous les rêveurs et tous les rêveuses, ou alors ceux en devenir qui se disent «Ah, ça peut peut-être être chouette de commencer à me remettre à rêver», sans m'oublier, bien entendu. Et donc tu vois, tout à l'heure, enfin juste avant, je te disais des personnes qui peuvent être un peu déconnectées. Voilà, moi ça m'arrive hein, beaucoup de me déconnecter, mais j'arrive à me reconnecter. Justement, la question c'est comment je vais faire pour me reconnecter dans ma vie réelle, pour me réancrer concrètement. Et donc j'imagine en fait, tu vois, quand je cherche, parce que je regardais encore une vidéo de moi la dernière fois, je revisualisais une vidéo où je me voyais en fait avec mes yeux, tu vois, je cherchais comme ça, je parlais et je cherchais. Bon, là, j'étais pas en mode rêve, mais j'étais en mode un petit peu connexion avec ce qui se passe là-haut, chercher un petit peu voilà les messages que j'ai envie de partager et tout. Et donc, ce balayement de regard, enfin, au niveau des yeux, etc., finalement, je me dis, il peut se décomposer, tu vois, en 3 étapes. Donc, le regard vers la gauche, au milieu et à droite. Et en fait, le point central en moi, donc pour faire ce réancrage, c'est au niveau de mon plexus solaire. Et tu vois, tout à l'heure, je te parlais en fait de la connexion entre le soleil et le mot respect de manière générale, etc. Bah là, mon soleil, en fait, je viens le reconnecter au niveau de mon plexus solaire. Et, euh, et on va dire que c'est la pointe du V de, de la victoire, en fait. Je suis connectée, en fait, là-haut. Je cherche, ah, je rêve, ah ouais, j'ai cette idée-là, ah ouais, là, 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 tu vois. Je suis un peu partout là-haut. Et en fait, je vais venir me reconnecter à mon point central, en fait, mon plexus solaire. Et là, en fait, déjà, tu es sûr que personne ne peut te le voler. Ça, c'est important quand même. De nos jours, avec les histoires de hacking, de mimétisme ou de vol d'identité, voilà, et je sais de quoi je parle, c'est important de pouvoir se reconnecter, de s'ancrer à soi-même, mais de s'autoriser toujours à pouvoir aussi rêver si on en a envie. Il n'y a pas de mal à rêver. Euh, et en fait, du coup, voilà, cet alignement, en fait, tu peux le visualiser en mode victoire, comme ça. Et je trouve que c'est un super mémotechnique, un super moyen mémotechnique, en fait, de se souvenir. Je suis déconnectée, qu'est-ce que je fais? Je cherche et tout, nana. Hop, je reviens à mon centre. Tu vois, la dernière fois, je te disais, ah, je suis alignée, je suis solide. Bah voilà, c'est un bon moyen, je trouve. Et donc, si tu le fais pas à gauche, à droite, bah, tu le fais depuis le centre et hop, ça revient un peu sur ton axe principal, quoi. Bon, peut-être qu'il y a des personnes qui vont dire, elle est perchée celle-là, etc. Moi, justement, je trouve que cet outil-là, il vient bien montrer que je ne le suis pas, que je suis capable de me reconnecter. Voilà, c'est très clair, très, très précis. Tu me diras ce que tu en penses comme idée. Vraiment pas énormément sur les réseaux sociaux. Et je me dis en fait des petits outils comme ça, pratiques, utiles et finalement essentiels, tu vois, qui viennent vraiment répondre à un besoin au moment où tu le choisis, au moment vraiment où tu en as besoin, un besoin personnel, quoi. Euh, Ça peut facilement t'éviter d'aller chercher des réponses sur des sites de spiritualité, voilà, qui vont te donner des, des informations que tu trouves partout et qui sont pas personnelles, qui sont pas, enfin voilà. Pour moi, la spiritualité, c'est vraiment justement quelque chose de personnel, quoi. Il y a pas de règles, il y a pas de, voilà, c'est vraiment comment on ressent les choses, etc. Après, on va chercher peut-être des outils pour venir nous aider à nous, justement,
à nous sentir, bien dans nos vies, on va dire. Mais voilà, il y a des sites parfois ou même sur les réseaux. Enfin, je me dis c'est pas très utile, quoi. Pas très très utile en fait. C'est du vu et revu. Donc bon, je me suis dit un petit outil ça peut être sympa et accessible à tous finalement. Tu vois, je pense que tout le monde est capable de se rappeler. Enfin, la levée de la victoire, ça parle à tout le monde, quoi. Moi, je trouve que ça me parle. Pas, voilà, quand tu sais que t'as ça dans ton backpack, dans ton sac à dos, à tout moment, gain de temps, gain d'énergie, pas besoin de te connecter sur les réseaux. C'est là. J'ai raconté un peu tout ça. Bon, j'ai pris du temps à préparer cette vidéo, à savoir ce que j'avais envie de te partager, te dire et tout. Et donc j'espère qu'il y a une cohérence dans tout ce que je te partage. En tout cas, c'était mon intention. Et puis, bah, j'ai envie de te poser la question, avec tout ce que je te partage là, comment toi tu te sens? Est-ce que c'est une question que tu te poses et si tu te la poses pas, est-ce que tu veux bien te la poser maintenant? Euh, Juste quelques secondes, tu vois, de savoir comment tu te sens avec bah, toutes ces informations, peut-être nouvelles, ou voilà, ou peut-être qui viennent réveiller des choses que tu t'attendais pas forcément, ou chacun réagit différemment, tu vois, selon ce qu'on propose. Et donc là, par rapport à moi, ce que je te propose, comment tu te sens? Ça m'intéresse de le savoir. Et puis, bah, je terminerai par te remercier d'avoir regardé cette vidéo. Et encore une fois, n'hésite pas à cliquer sur les liens que je mets en description. Donc, il y aura différentes vidéos, interviews dont je t'ai parlé. Déjà donc précédemment, et puis le lien aussi pour faire un don si tu veux soutenir mon travail et que je puisse continuer de le développer sereinement avec ton aide. Et voilà, je vais m'arrêter là et je vais te dire prends soin de toi, c'est important. À bientôt.